pour, Parti. une des questions qui était à l'initiative de ce séminaire, c'est en quoi l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'aide au développement est susceptible de changer les relations client-fournisseur. Alors, comprenez bien client-fournisseur au sens le plus large du terme, faire une DSI et fournisseur de ces métiers. Et comme il y a quelques GSM aussi dans la salle, me semble-t-il, ça s'applique évidemment dans ce cas-là également. Donc l'idée, c'est à la fois d'avoir l'avis éclairé de deux entreprises dites utilisatrices. Donc je vais faire des présentations rapides. Clément, West France, tu peux peut-être préciser. Bonjour à tous, bonjour, je travaille au sein de la DSI Ouest, parce que je suis responsable de domaine en charge des activités numériques, commerce. Et Johan, du groupe Ollier. Oui, un micro. Yoann Aubry, donc je suis responsable de la Digital Factory pour le groupe Roulier. Donc, on accompagne la filiale du groupe dans la transformation numérique. Je ne représente peut-être pas Wannick et Thibault, on les a déjà vus ce matin. Donc la première question que j'ai envie de vous poser et qu'on a déjà évoquée ce matin, hein, c'est les promesses de gains de productivité affichées par McKinsey, sur lesquelles Google n'est pas d'accord, mais là n'est pas trop le sujet. Admettons qu'il y a effectivement des gains de productivité. Est-ce que ces promesses vont à terme se transformer en argent, c'est-à-dire soit en projet moins cher, soit en marge supérieure de la part des fournisseurs, quels qu'ils soient, ou en qualité? Et on a, au travers des différents ateliers et des différentes présentations, les deux aspects ont été présentés, puisque côté Beneviti, me semble-t-il, vous avez plus parlé de qualité que de gains sonnants et trébuchants. Mais on a, au travers de l'OVH, potentiellement, là, des gains de productivité de ton côté. Donc la question est relativement ouverte et se pose dans cette période transitoire que j'évoquais ce matin. C'est-à-dire que on peut supposer, une fois qu'on sera sorti du régime transitoire et qu'on arrivera à stabiliser tout ça, on peut supposer qu'on ne se posera plus la question. De toute façon, le coût de développement aura été diminué et puis point barre. Mais la question, c'est la période transitoire et je vais préciser ma question. Demain matin, voire aujourd'hui, des entreprises lancent des appels d'offres pour développer des projets, on va dire, en spécifique pour simplifier, là. Certaines ESN vont dire nous, on ne fait pas d'IA, donc ça coûte le même prix qu'avant, on va prendre un indice de référence 100. Et puis d'autres vont dire bah, nous, on utilise l'IA et donc ça va coûter 70 et je peux justifier auprès de mon client que ça va coûter 70 parce que j'utilise l'IA. Promesse marketing, enfin commerciale en l'occurrence, ou réalité, vraie question. Donc ma question, c'est auprès notamment des entreprises utilisatrices, quelle serait votre posture aujourd'hui dans l'hypothèse vraisemblable où vous feriez appel à des prestataires extérieurs? Johan, tu as le micro, je vais commencer. Je pense que justement, comme tu dis, il va y avoir cette période transitoire, c'est-à-dire qu'on a quand même une relation avec les partenaires avec qui on travaille. Et en tout cas, moi, je ne me vois pas changer de partenaire du jour au lendemain juste parce qu'il y a un partenaire qui arrive et qui me propose beaucoup moins cher avec de l'IA. Je pense qu'il faut donner un petit peu le temps parce qu'on va avoir aussi des métiers qui vont comprendre ce que c'est l'IA et nous challenger. Et c'est en période transitoire, je pense que c'est un bon créneau pour jouer justement sur la documentation, sur la qualité de code, avant que les métiers nous challengent plus sur le tarif. Donc, je pense que c'est une opportunité pour nous pour améliorer la qualité de nos projets. Et alors, de la même façon, on ne va pas chambouler demain tout ce qu'on fait, mais on va en profiter aussi pour apprendre, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, on est dans une phase d'interrogation, de prospection, et donc ça va être aussi nourri par ce que nos partenaires vont nous proposer. Donc ça va nous faire évoluer dans nos réflexions, dans ce qu'on voudra faire demain. Après, on va y aller, c'est-à-dire qu'on a une... On aura peut-être juridique un petit peu. Enfin, je crois que, alors, Romain n'a pas pu rester. Il y aura évidemment les cadres, etc. Mais notamment pour une boîte comme Ouest France, où la transparence et la souveraineté, ça va être clé, évidemment. Et ça irrite toute l'entreprise, y compris l'informatique digitale. Mais on va devoir se structurer autour de ça. Mais oui, on va exploiter toutes ces plus-values. Et moi, je pense que le choix, il va être en fonction d'eux. C'est-à-dire que sur les éléments différenciants, on va devoir investir sur la qualité, la robustesse, l'évolutivité, en fait, demain, du logiciel qui est plein de vitesse.
Et puis sur des sujets un peu plus de productivité interne, où là, le différentiel, il n'est peut-être pas énorme. On veut juste quelque chose d'un peu moins cher. On va le faire, ça sera fait à moins cher. Et ensuite, on mettra dans un coin et lui, il fera le job, on fera pas plus que ça évolue. Donc, je pense qu'en plus, la réponse, ça va être dépendant des enjeux de ce qu'on veut faire. Ok. Mani, peut-être? Euh, Moi, je pense que dans un premier temps, ces outils-là vont nous aider à aller plus vite dans les phases de prototypage, défricher les idées avec les équipes produits. C'est en ça que ça va changer beaucoup nos habitudes. Et je suis pas totalement persuadé que ça va avoir un impact tout de suite sur les ESN et les prestataires externes, puisque bien souvent la phase de prototypage est plutôt gardée en interne, avec des experts internes. Euh, Là où je verrais des ESN qui proposent des tarifs moins chers parce qu'ils utilisent l'IA, il va falloir qu'ils le prouvent, en quoi ils sont véloces, en quoi ils développent de la valeur plus rapidement. Et je pense qu'on n'en est pas encore dans cette phase-là. Alors après, ça va très vite, donc on verra dans les années à venir. Mais pour l'instant, non, ce message-là, j'y crois pas tout de suite, quoi. Alors, tu parles en tant qu'expérimenté l'IA. Oui. Si demain, un client qui, lui, n'a pas utilisé l'IA dans ses développements se retrouve avec ces deux propositions-là, il sera plus en difficulté pour challenger le SM en disant OK, démontre-moi la valeur. Je ne sais pas si. Bon, tu as. Ouais, j'ai toujours un truc à dire, moi. Donc, Non, je te poserai plus la question. donc, ouais, je pense qu'en fait, chez OVH Lab, on a un positionnement un petit peu en retrait de tout ça. C'est-à-dire que nous, on va travailler avec le SN, on va travailler avec des partenaires, donc avec tout ça, voilà, avec KPG, avec Sopra, avec les plus grands et les plus petits aussi. Ce qu'on peut voir, de notre point de vue actuellement, qui sont en fait en quête d'accompagnement sur l'utilisation de l'IA, sur déjà la manière déjà simple, sans l'utiliser pour leur développement, déjà comment est-ce qu'ils l'intègrent en produit quand on reçoit des appels d'offres et qu'il y a de l'IA à l'intérieur, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'on peut les accompagner. Il y a certaines boîtes qui sont très, très capées, qui ont justement les programmes en interne pour aller former voilà, tous les développeurs un petit peu à l'IA, moi, je vous l'ai dit ce matin, ce qui est un métier quand même assez spécifique. Donc, pas tous les développeurs vont devenir des data scientists, des data engineers. Et nous, ce qu'on essaie de leur fournir, c'est de l'accompagnement. Et c'est ça qu'on voit, en fin de compte, qu'ils recherchent auprès de nous, les partenaires. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux utiliser vos produits IA? Comment est-ce que je peux intégrer l'IA? Comment vous pouvez m'accompagner à faire ça? Donc, il y a des demandes, et nous, on essaye d'y répondre. Justement, toutes les ESN sont en capacité déjà d'avoir les produits sous la main et d'avoir aussi les compétences pour les mettre en œuvre et pour les maintenir derrière. OK. Alors, la question suivante, en l'absence de Romain, je la pose quand même délibérément, c'est l'aspect juridique, et je vais la poser d'une façon qui ne nécessite pas d'expert en droit, c'est est-ce que vous imaginez dans vos consultations demain d'imposer ou d'interdire l'intelligence artificielle? Et si l'interdire, comment le contrôler? Voilà, c'est un petit peu la question. Alors, j'ai retiré l'aspect purement juridique, mais est-ce qu'il y a une évolution dans ce sens-là qui se profile à votre sens? Oui, donc pour répondre à la question, oui, demain, on acceptera de travailler avec des partenaires qui proposent des solutions utilisant l'IA. Et oui, on cadrera ça dans les contrats. Ça qu'il y aura, je ne suis pas le juriste, effectivement, mais on aura un peu comme on le fait sur d'autres sujets, SSI ou RGPD, les notions de charte, de bonne pratique. Et d'autres choses, en plus, ce qui va être important pour SFR, c'est la transparence. C'est de comprendre comment le fournisseur va exploiter l'IA, quelles données il va lui donner à manger, tous ces aspects-là. En fait, nous, ce qui nous porte là-dessus, c'est notre capacité d'expliquer à la fin du fin, c'est notre mission quand même, comment l'information on la produit et comment on la présente aux internautes, aux lecteurs. Et donc, on doit avoir une transparence sur toute la chaîne finalement de valeur de l'entreprise. Et donc, c'est ça qui va quelque part, qui va être le driver sur cet exercice. Et oui, on travaille le juridique pour mettre en place une charte déjà au niveau du groupe, une bonne pratique au niveau du groupe, et puis comment on va travailler demain avec nos partenaires. Mais la réponse à la question est-ce qu'on le fera, la réponse est oui. Après, comment, il y a le chemin effectivement pour y arriver. Oui, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Oui, nous c'est un peu la même chose. Hein. Forcément, on embarque le juridique pour eux, c'est un petit peu la bonne part pour l'instant.
reste à voir. Pour moi, en fait, l'IA, ça change pas forcément non plus notre approche avec nos partenaires de qu'est-ce qu'ils font et le cadre juridique. C'est juste qu'on va aller encore. Je pense qu'on a une période où on n'a pas encore de frein juridique. Voilà. Le législateur, il est toujours un petit peu derrière. Pour le moment, il n'y a pas de frein à l'innovation, ça avance très vite. C'est pour ça que ça explose complètement aussi cette l'IA générative. Ce serait dommage d'y mettre un frein maintenant. C'est-à-dire, le régulateur, il va arriver, il y aura un cadre juridique qui va être posé. Et je rejoins complètement là-dessus. En attendant, c'est la transparence qui va primer. C'est-à-dire, où est-ce que vous mettez vos données? Qu'est-ce qui vous sert en entrée et en sortie d'IA? Où est-ce que votre IA est? Où est-ce que les données transitent? Et pour le moment, je pense qu'on a parlé un peu de tout aussi aujourd'hui. On n'a pas parlé d'un point qui était assez structurant, c'est en effet avec quoi vous avez entraîné vos modèles. Parce que pour les large language models, ça c'est complètement opaque. On ne sait pas sur quel dataset ils ont été entraînés. Et ça, pour le coup, c'est un peu, ça touche à la propriété intellectuelle. Je ne vais pas rentrer donc complètement là-dedans. Est-ce que l'IA sort? Ça a été appris avec le travail de quelqu'un d'autre. Comment est-ce que ça s'opère derrière? Donc, je pense qu'à défaut d'avoir le cadre juridique, la transparence, ça reste encore le meilleur moyen qu'on ait pour progresser avec l'IA, voilà, sans aller jusqu'à stopper complètement les usages parce que c'est fou. Moi, je peux répondre pour le groupe. On n'utilise pas beaucoup les prestataires externes, mais je sais que ça existe. Et naturellement, je dirais oui, puisque on l'utilise dans nos équipes. Donc, en intégrant des personnes dans notre usine de production, dans nos bonnes pratiques et nos façons de faire, mécaniquement, de toute façon, elles auront à adapter aussi nos produits basés sur l'IA, nos méthodes de production qui utilisent et intègrent des outils sur l'IA. Donc, bien entendu, il faudra trouver le cadre juridique pour faire la chose en bonne forme, mais naturellement, de toute façon, le développement utilise ces outils-là. Naturellement, les prestataires qui vont être amenés à travailler ensemble vont les utiliser aussi. Pareil, tout à fait logique. Ok. Alors, si on sort de l'aspect purement juridique maintenant, je me tourne vers toi, Yoann, mais c'est est-ce que demain, tu rédiges un cahier des charges, donc on oublie l'aspect juridique. C'est OK, comment, enfin, quels indicateurs, quels critères, alors tu n'as peut-être pas de réponse hein, d'ailleurs, quels indicateurs, quels critères je mets dans mon cahier des charges quant à l'usage de l'IA en fait. En fait, c'est. Alors, parce que Clément a répondu de fait hein, pour l'aspect West France. En réalité, c'est la transparence et. Ça va être ça, je pense, parce que c'est important. Parce que je disais, Thibaut, c'est aussi les données qu'on va avoir en entrée. C'est-à-dire que l'IA, ça peut paraître magique, mais il ne faut pas oublier que ça peut biaiser aussi les résultats. Quand on va développer une application métier où on attend des résultats, je pense chez nous, on a des labos de recherche, par exemple, les résultats qu'on va fournir derrière l'application, enfin, les utilisateurs finaux, il ne faut pas qu'on se plante, entre guillemets, et si on ne rentre pas les bonnes données en entrée, en sortie, ça ne va pas être bon non plus. Et donc, du coup, ce cadre-là, je pense qu'il va falloir être très vigilant et avoir de la transparence. Et d'après vous, les premiers cahiers des charges à rédiger, alors là pour le coup, je m'adresse à tout le monde. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont élaboré des cahiers des charges en tenant compte de l'arrivée de l'IA au niveau du développement hein, j'entends. Ah, ok. Oui. Ouais, enfin, on a pas mal de clients pour le coup, qui sont intéressés par ces sujets-là, soit de l'expérimentation, soit de la mise en pratique. Et sur des sujets documentation aussi, on a intégré ça à nos réponses. Quel moyen? Alors, il y a des problèmes juridiques. Là, on est vraiment c'est l'inconnu total. Mais on le fait en accord avec les clients, on le fait, on prend chacun un risque par rapport à ça. Et donc, on intègre dans nos propositions aujourd'hui sur certains clients. On met en pratique aussi sur certaines teams qui sont en place depuis plusieurs années, ce qui permet aussi d'avoir un cadre qui permet de comparer avant-après. Donc, il y a pas mal de sujets comme ça sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et donc, il y a en ESN. et donc les cahiers des charges stipulent juste ce qu'on veut, doit impliquer l'intelligence artificielle ou vont un peu plus loin dans le cadre que ça fixe? Ouais, ça va un peu plus loin dans le cadre. Alors, ça va dépendre des clients. Enfin, ouais. ça va dépendre des clients, de ce
sont prêts à prendre cadrer, sont plus ou moins encadrés. Des fois, c'est que de l'expérimentation pour voir quel bien. Des fois, c'est vraiment un projet autour de l'IA parce qu'il y a une problématique qu'ils n'arrivent pas à gérer autrement. Et donc, on va implémenter ces sujets-là en allant jusqu'à quel modèle on va utiliser, quel service, quel hébergeur. Voilà. Content de voir que Léa peut proposer ce truc aujourd'hui. Voilà, je vais la faire. Ouais, pour rebondir là-dessus, je pense que ce qu'il y aura au cahier des charges va pas être sensiblement, enfin, ça c'est que mon avis, va pas être sensiblement différent de ce qu'on a actuellement sur les volets data, tout simplement, de nos cahiers des charges. L'IA, ça reste, j'ai envie de dire, à l'essence de la manipulation de données. Donc, on le fait à travers des modèles qui, des fois, sont un peu en pâte. Donc, pour ça, il y aura peut-être des chapitres un peu spéciaux sur OK, où est-ce qu'il vient le modèle et où est-ce qu'il a été fait. Mais après, voilà, ça reste de la donnée, surtout si, si votre fournisseur de services informatiques a entraîné lui-même ses propres modèles, c'est là, pour le coup, c'est des vraies plus-values en fait, qu'on peut y mettre à ces cahiers des charges-là. Et je pense que ça va être très proche de ce qu'on va pouvoir trouver actuellement sur la data, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on avait dedans, est-ce qu'il y avait des données sensibles, d'où est-ce qu'elles viennent, qu'est-ce que j'en ai fait, où est-ce qu'elles sont stockées, comment je les sors, voilà, est-ce que je suis bloqué ou pas. Et je pense qu'on devrait rester assez proche dans l'IA des traitements de la donnée. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, une nouvelle question pour les DSI. Est-ce que, au vu de ce que vous avez vu aujourd'hui, de ce que vous connaissiez avant, le fait de faire travailler vos équipes ou des prestataires avec l'IA va nécessiter pour vous, enfin, nécessite, ou est-ce que ça vous paraît être un prérequis, d'avoir vous-même, ou vos équipes, des compétences pour pouvoir encadrer, piloter des développements qui vont être réalisés avec ces technologies? Pour Ouest de France, la réponse va être oui, parce qu'on parle de cas d'échange, etc. Mais on fait beaucoup d'assistance technique et donc c'est beaucoup de choses qui se passent dans nos équipes. Et donc, oui, là, il va y avoir un sujet on parle plus de l'acculturation, d'acculturer nos développeurs, nos team leads, nos tech sur tous ces sujets-là pour être capable de bien utiliser ces outils et de s'assurer aussi qu'on travaille tous bien en conformité avec la charte du groupe et y compris donc avec les personnes des différentes sociétés avec lesquelles on travaille. Donc, oui, il y a un sujet d'acculturation, de formation. On en parlait avec les collègues qui sont présents hier encore avec des formations. Comment est-ce qu'on adresse ce problème l'année prochaine sur la formation, on va dire, à l'échelle de l'ensemble de la DSI. Je sais que chez toi, c'est arrivé progressivement, à la fois par les prestataires et l'interne. Donc, est-ce que néanmoins, tu te dis, si j'avais aujourd'hui un prestat qui utilise ces technologies-là, si j'en avais pas la moindre connaissance, je serais embêté? Oui, je serais embêté, ouais. Oui, parce que en fait, nous, on a un rôle aussi un peu de garde-fou en fait pour nos filiales. C'est-à-dire qu'elles s'appuient sur nous pour qu'on trouve des partenaires et qu'on fasse des développements. Et donc, du coup, si on ne maîtrise pas cette partie-là et qu'on puisse être le garde-fou au niveau des prestataires, du coup, on va pas être dans notre rôle. Donc, pour moi, c'est indispensable que on se mette à jour, on se tienne au courant, parce que c'est nous qui définissons les guidelines. Et du coup, si on ne s'intéresse pas au sujet et qu'on ne maîtrise pas, que mes équipes ne le maîtrisent pas, ça va être pertinent face aux prestataires. Alors, pour les entreprises utilisatrices qui ont, alors, j'allais dire découvert ou peut-être mieux touché du doigt ce que ça produit, quelle serait la réaction par rapport à ça? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va être nécessaire de se former pour au moins comprendre la façon dont ça se passe, pour piloter d'éventuels prestataires qui l'utiliseraient, ou ça ne vous donne pas cette impression-là? Peut-être un petit élément de réponse, alors pour le coup. Je pense que ce serait, voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, ce serait dommage de ne pas avoir quelqu'un qui a un peu de connaissance IA, si ce n'est, voilà, pas nécessairement pour encadrer la relation client-fournisseur avec fournisseur de services informatiques ou fournisseur de prestataires, mais si ce n'est rien que déjà pour votre business, identifier des possibilités qui sont uniquement possibles avec l'IA. Donc je pense que rien que ça, d'avoir une espèce de vernis d'IA, de savoir qu'est-ce que ça peut offrir, qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment j'identifie des opportunités. Et après, en effet, peut-être aller creuser plus loin si jamais vous embauchez vraiment des gens qui
ou si vous commandez de la presta pour aller développer des logiciels qui incluent l'IA ou qui en utilisent. Moi, ça me semble difficile actuellement d'être complètement, enfin, de mettre les œillères autour d'IA et de ne pas avoir cette curiosité-là. Donc, déjà, bonne chose si vous êtes ici, si vous avez de la curiosité. Je pense que vous avez eu un petit vernis aussi avec toutes les comptes qu'on a pu avoir ce matin. Je pense que c'est déjà le premier pas. Si vous étiez, s'il y a des personnes qui étaient complètement, j'ai envie de dire, vertes, débutantes en IA, je pense que voilà, le premier pas est pris. Et ça mérite d'aller creuser plus loin. D'accord, c'est des bons opinions. Pas de réponse, j'en ai vu qu'il n'y a pas d'autres réactions. Euh, alors, une des conclusions de ce que vous dites, c'est quand même que oui, dans l'ensemble, il va falloir penser à se former, même si ce n'est pas pour un usage interne direct, mais pour piloter. Donc, ça, c'est des questions qui vont venir. Parce que la question suivante que je ne pose pas là, c'est trouver les bonnes formations. Et là, vaste débat. Mais on n'a pas beaucoup de représentants de l'enseignement supérieur. Master. Il faut le construire aussi. Oui, oui, oui. Techniquement, quand la techno va vite. Ah oui, c'est compliqué d'adapter les programmes. Ouais. Okay. C'est super intéressant parce que j'étais moi au Summit OVH mardi. Pas mal d'étudiants qui sont venus me voir et dire bon, c'est quoi le cursus pour être data analyst, pour être data scientist. Et c'est vrai que moi, à l'époque où j'étais à la fac, c'était juste il y a 2 ans, on va dire ça, un peu plus long, il n'y avait pas ce genre de choses. Voilà, on était généraliste, ingénieur en informatique et pas forcément de cursus spécialisé dans la data. Pour ça, en fait, il fallait faire une thèse, hein, c'était une doctorat, il fallait aller taper vraiment dans les maths. Maintenant, il y a des vrais cursus et c'est content d'apprendre que ça s'ouvre à Rennes aussi parce qu'on a vraiment la chance d'avoir déjà beaucoup de gens dont c'est le métier, beaucoup de gens qui ont envie de s'orienter vers ces métiers-là et pas mal de tensions dans le recrutement. Je pense que c'est valable pour tout le monde sur ce genre de métier. Donc, avoir ça, c'est top. Et maintenant, je pourrais répondre aux étudiants, venez à Rennes, on a un master. Ok, merci. Je reviens sur une question qui rejoint un peu la question initiale, mais qui moi, m'interpelle depuis le début, c'est est-ce que vous pensez, et une partie de vos réponses déjà, alors j'ai fait pas mal de blagues sur le niveau de couverture des tests ce matin, sur le niveau de documentation. Est-ce que vous pensez que le niveau de couverture en matière de tests et le niveau de documentation va s'améliorer? En vrai. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une des possibilités de l'outil, mais Alors, c'était l'objet de ma question ce matin. C'est un peu ce que je vois comme promesse, moi, c'est cette automatisation de tests et la promesse d'un delivery qui demain de plus en plus fluide et performant et sans rollback, enfin, en tout cas beaucoup plus sûr parce qu'on a beaucoup de tests. Moi, je pense que oui. Et dans ce que j'ai vu dans l'atelier tout à l'heure, que nous avez montré, on voit que ça, le TDD, etc., on revient sur les méthodes aussi d'ingénierie qui sont des qualitatives, quoi. Donc, à mon sens, même si vous l'avez dit, pas encore avoir mesuré de résultats vraiment sur le delivery, mais plutôt sur vos capacités à tenir vos engagements. Voilà, pas demain, je n'ai pas pu décrire ça, mais je pense qu'il y a une promesse quand même intéressante pour delivery de notre projet. C'est sûr qu'il y a une la promesse. qualité, la capacité à réagir, en fait, ces aspects-là. Donc, c'est un peu le DevOps d'amphétamine, la promesse que ça Je retiens. Pour rebondir là-dessus, c'est ce que Nicolas disait très bien pendant le workshop. Grâce à ces outils-là, il a changé sa méthode de développement. Il a su l'adapter en utilisant un des avantages de l'outil et un des modes de fonctionnement de l'outil qui est de lui ingérer tout le contexte pour qu'il nous donne le résultat qu'on attend finalement et qu'on souhaite implémenter. Et la méthode TDD, c'est une très très bonne méthode que j'ai enseignée à Vannes à l'IUT. Donc je suis le premier partisan de cette méthode-là. Et on en a parlé beaucoup quand j'ai commencé avec eux à Beneviti. Et je trouve que voilà, avoir un outil qui nous aide à prendre conscience que ce type de méthode-là va nous aider, va nous produire du code qui est bien mieux couvert et qui va être beaucoup plus facile ensuite à maintenir, à faire évoluer. Euh, Ça, ce sont des promesses qui veulent vraiment dire pour nos équipes produits que dans le futur, on pourra délivrer de la valeur plus rapidement et puis aussi beaucoup plus simplement en réutilisant et sans forcément euh, gérer de la dette technique à tout va dans toutes nos applications parce qu'on aura les outils pour refactoriser, on aura la couverture de test qui nous permettra de le faire. Et voilà, en termes de qualité, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à
à utiliser dès aujourd'hui parce que les outils sont prêts pour ça. Donc, pour moi, faut vraiment les utiliser dans ce cadre-là aujourd'hui. pense que ça sera pas une panacée, voilà. Ça remplace pas les vraies méthodes de test, hein, par les TDD et tout. Donc, ça remplace pas une vraie manière de construire des produits, une vraie manière d'aborder les tests, d'aborder vraiment ce qu'on va tester d'un point de vue fonctionnel. Faut pas que ce soit considéré comme ça. On parlait aussi de la baisse d'attention des développeurs quand on leur génère du code, ça va être la même chose. Si on génère vraiment tous les tests, on passe pas dessus. Les tests, on va pouvoir tester des choses géniales et on va perdre en qualité. En fait. Faut pas tomber dans le biais que ça remplace complètement tout le reste. Cela dit, je pense que c'est assez certain. Enfin, moi, de toute ma vie de développeur, il y avait un truc que je détestais, c'était écrire les tests. Voilà. J'en ai croisé 2-3. Donc, je peux voir toute l'amélioration de ces choses-là. Le TDD en était une. Voilà, c'est une manière d'aborder les tests un peu différente du test M2M ou du test unitaire. Le test unitaire, ça fait longtemps, à mon avis, que les gens on y voit de moins en moins de plus-value à passer du temps sur ces tests-là. C'est important de les faire pour avoir de la couverture, mais c'est toujours chiant à faire. Donc, voilà. Tester, c'est douter. On est tester, c'est douter. Voilà, on met en prod le vendredi soir. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut clairement des avantages. Là-dessus, je vous rejoins complètement. Il ne faut pas que ça devienne un travers, voilà, et que les gens, justement, s'éloignent des méthodos qui sont pour moi plus à l'origine de la qualité des produits que les tests en tant que tels. Voilà. La méthode, la manière dont on aborde le test, c'est plus important que le test en lui-même. Rester éveillé. Rester éveillé, voilà, c'est ça. Enfin, on discutait tout à l'heure à la fin de l'atelier, puis aussi le fait qu'on va gagner du temps pour les développeurs de développer des fonctions qui ont 10 ans. En Momo tout à l'heure. Ça fait 10 ans qu'on fait des boucles et on sait comment le faire et que du coup ça n'a pas de valeur ajoutée. Ben, le temps qu'on va gagner, là, du coup, ça va permettre justement de faire ces tests, même si c'est fun, et de documenter aussi les projets, ce qui est souvent sur un projet, on perd un développeur, on perd la connaissance qui va avec, et ça ça peut paraître anecdotique, mais sur les projets, c'est vraiment impactant quand on doit reprendre un projet avec un nouveau dev. Donc, je pense que ce gain de temps, il peut être réutilisé pour les métiers et valorisé avec de la documentation ou des tests. D'accord avec ce que tu viens de dire, sauf sur le anecdotique, non, je crois pas. Je pense que plein de gens ici se sont déjà trouvés confrontés à un code non documenté et ils n'ont pas trouvé ça anecdotique du tout, ou pas longtemps. Donc oui, donc la dernière question pour conclure, c'est sortir votre boule de cristal et ça reprend notamment la chute du sketch qu'on a fait ce matin. C'est est-ce que on peut supposer que le barycentre des équipes de développement va se déplacer vers le métier. Est-ce qu'on peut, ça ne veut pas forcément dire que, contrairement à ce qu'on a caricaturé ce matin, qu'il y aura plus de PO, de business analyst, etc., et moins de développeurs, mais que, en revanche, le métier du développeur va être plus concentré sur le métier avec ces outils-là ou pas? Alors, l'APANA a une réponse à ça. Hein, alors nous, on a des blagues aussi en notre équipe par rapport à ça, puisque on pense qu'on est plus à utiliser ces outils-là et à voir comment on peut les utiliser et comment il faut les intégrer. Et le fait qu'il faille bien toujours relire et avoir l'expertise pour s'assurer qu'on n'est pas en train d'envoyer une faille de sécurité en production, pour s'assurer qu'on ne baisse pas notre niveau de qualité dans l'application en modifiant le code. Je pense que ça, on n'est pas prêt de le perdre. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas prêt de perdre les développeurs non plus dans le même temps. Après, pour faire le pendant du sketch qui a été fait ce matin, traduire une demande métier qui fait 2-3 phrases en un ticket Jira, ce que beaucoup de product managers font au quotidien. Ça, par contre, je pense que ce type de tâche-là sera largement optimisé et assisté assez prochainement. Donc, je ne sais pas où sera le curseur parce que je ne suis pas devin non plus, mais je pense qu'au final, tout ce qui est simple et qui va être de l'ajout de contexte, du formatage, le fait de préparer les choses, mais de manière assez mécanique, tout ce qui va être tâches répétées, tout ça, ça va être gommé et ça va permettre d'optimiser et ça aura
forcément un jour ou l'autre un impact sur les emplois. Mais au niveau du développement, je pense que les personnes qui sont très techniques et expertes et qui maîtrisent bien le développement aujourd'hui, ils n'ont pas à avoir peur de dire les mauvais développeurs, peut-être. Alors, tout dépend où on met le futur, mais quand on voit sur les ateliers qu'on a fait tout à l'heure, on se rend bien compte aussi que mettre un prompt et récupérer du code, c'est pas aussi simple. Il y a des bugs à faire, il faut avoir la maîtrise technique. Pour moi, je le vois aussi, ça devient une surcouche, mais si on ne sait pas comment ça fonctionne sur la couche d'en dessous, on est vite limité. Et c'est pas n'importe qui peut générer un prompt et s'imaginer avoir une application, en tout cas avec une certaine complexité. Et donc, du coup, je pense qu'il va y avoir une évolution du métier de développeur. Il va y avoir sans doute une spécialisation peut-être sur cette partie prompt. En tout cas, je le vois comme ça. Mais oui, je rejoins que je pense que le métier de développeur va évoluer, mais pas près de disparaître. Pour beaucoup d'entre nous. Je ne sais pas si vous avez une réaction. Oui, je rejoins ce que dit Yannick. Je pense en fait c'est une production de logiciels qui va s'accélérer quelque part avec, si je suis assez d'accord, que sur la production d'entrants, entre guillemets, aussi accélérée par ces modèles-là. Donc, je pense qu'en fait, rien ne va disparaître. Enfin, pas demain, mais je me dis que rien ne va disparaître. Nous, on est dans une entreprise, on a monceau de choses à faire, en fait, et pas assez de bras pour le faire. Donc, peut-être la promesse, c'est qu'on va pouvoir en dépiler un peu plus, un peu mieux. Et puis que les gens soient concentrés sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, effectivement, et puis des délais, entre guillemets, des choses un peu routinières à la machine, si je puis dire. Voilà. Mais je ne pas dans 3 ans, on sera quand même. Promis, on en refera une. Je pense que même avant que l'IA explose un peu de la manière dont elle a explosé ces derniers mois, ces dernières années, il y a déjà eu en fait un virage dans le métier du développeur pour qu'il soit un petit peu plus aware du business et du métier qu'il est en train de traiter. On parlait du TDD, c'en est une. On a ensuite introduit le DDD, voilà, le domaine Driven Development. Et voilà, et j'en passe de toutes les méthodes agiles qui servent en fin de compte à avoir des petites équipes qui sont autonomes et qui ont la connaissance métier. Donc c'est complètement en fait salvateur. Et puis moi, je peux parler en tant que product manager. C'est super important pour moi de descendre du contexte métier, de descendre ce que remontent les clients, ce que veulent les clients à mon équipe, et que l'équipe en fait sache sur quoi elle travaille, quel est du contexte, quel est du purpose. On sait même que c'est une source de motivation assez extrême. Et pour ça, je pense qu'on n'avait pas attendu l'IA pour aborder cette transformation-là. Cette transformation, voilà, essayer voilà, de se concentrer sur des choses à plus haute valeur ajoutée. Si l'IA permet encore de gagner en efficacité pour aller se concentrer justement sur ces tâches de valeur ajoutée, très bien. Et si l'IA ne remplit pas cette promesse, il faut quand même voilà, poursuivre l'effort pour avoir des équipes, en fin de compte, qui savent en fait sur quoi elles bossent, tout simplement, et qui sont forcément plus efficaces en ayant ce contexte-là. Ok. Cette question, ça n'a rien à voir avec l'IA. C'est une question de process dans les entreprises. C'est Dans beaucoup d'entreprises, ça. on est grosses. Développeur, il n'a pas accès au métier, de par l'organisation. C'est triste. C'est vrai, pas d'anecdote. C'est après que tu interviens, mais c'était une excellente transition. Donc merci messieurs pour d'avoir participé à cette table ronde. Et puis et merci pour toute la journée d'ailleurs au passage. Et je vais laisser la parole en guise de conclusion à Tugdual qui a pris la parole en avance de phase. Il a cherché à